Bien, bonjour à toutes et à tous. Donc, je vous rappelle brièvement le thème de la table ronde: accueillir la création contemporaine, motivation, objectifs et résultats. Donc, on a choisi collectivement d'être un peu pragmatique et de parler du chemin de complexité que représente l'installation et la présence d'artistes et d'œuvres d'art contemporaines dans les musées et les musées de société. On a identifié plusieurs types d'interventions artistiques, en imaginant que les chemins de la complexité étaient relatifs à ces diverses installations, diverses interventions des plasticiens. Ou des artistes contemporains. Donc on a identifié la commande publique, l'accueil d'œuvres d'art, l'intervention des artistes dans les collections, l'exposition temporaire et l'acquisition. Avec l'idée de mettre en exergue dans cette complexité la pertinence des procédures institutionnelles pour favoriser la rencontre ou pas. Je pense que cette table ronde doit aussi pas seulement apporter des réponses, mais l'intérêt c'est qu'elle pose aussi certaines questions qui mettent toujours un certain temps à se résoudre. Dans ces démarches institutionnelles favorisant ou pas la présence de l'art contemporain dans les musées de société, on peut évoquer les procédures PSC, commission d'acquisition, rôle des DRAC, des élus, du public, le rôle des grands départements. Et à l'intérieur des DRAC, alors moi je suis un peu l'administrative de l'étape, puisque je suis à la retraite maintenant, mais mon dernier poste, c'était directrice régionale des affaires culturelles Bourgogne-Franche-Comté. Et je pense que le rôle d'une DRAC avec les collectivités, c'est de transformer les engagements, les utopies, la création en procédure administrative. C'est une cuisine un peu particulière, mais je pense que les DRAC sont là pour ça. Et à l'intérieur des DRAC, le DRAC ou la DRAC elle-même doit jongler un peu pour se mettre au service des artistes entre les différentes procédures, et notamment pour la création contemporaine. Souvent, les musées qui sont en plus souvent dans des monuments historiques ont affaire à de multiples interlocuteurs dont il faut traduire. Et on parlait de transversalité des collections et des musées tout à l'heure, mais la transversalité à l'intérieur d'une DRAC, c'est pas quelque chose de simple non plus. Et quand il faut passer le filtre de l'architecte des bâtiments de France, de la conseillère musée, de la conseillère art plastique, de la DRAC qui a toujours envie d'y mettre son nez, c'est pas simple non plus. Donc je pense que c'est bien d'évoquer dans par rapport à toute cette force de conviction et d'engagement qu'ont les conservateurs de musées avec les artistes, d'évoquer un peu ces passages rituels devant les institutions, en évoquant aussi les questions de moyens, les budgets, la médiation, le mécénat, pour évaluer les résistances et les complexités. Parce qu'effectivement, pour beaucoup, souvent, moi j'ai envie de dire les précautions qu'on a à prendre pour l'art contemporain dans les musées, c'est un peu l'idée du géranium dans le bureau. Il ne faut pas que ça rende... en général, ça ne rend pas le bureau gai, mais ça rend le géranium triste. Donc ces précautions institutionnelles, ces moyens, il faut les évoquer. Et je pense qu'il n'y a rien de tel que des expériences et la parole de directeurs de musées, de directeurs d'un musée en Belgique, où on voit qu'il échappe à plusieurs commissions et plusieurs procédures qu'on a dans les DRAC et qui peuvent être facteurs de liberté. Mais je pense que les exemples à l'étranger peuvent aussi nourrir la réflexion du service des musées de France et du ministère de la Culture, cette réflexion par nature n'étant jamais finie, enfin on l'espère.
l'expérience du musée de Marie au musée alsacien, l'expérience du musée qu'on a visité ce matin, autant de chemins de complexité et d'engagement qu'il me semble intéressant de rentrer dans le détail avec, en terminant par la parole des artistes qui sont effectivement l'attention ultime dans ce processus de faire venir la création dans les musées de société ou les musées à collections multiples. Voilà, donc je passe la parole à Jackie. Donc je vais être un peu la maîtresse du temps, l'ascenseur, comme les dracs savent très bien faire, sur le temps. Voilà, bonjour à tous et à toutes. C'est pour moi un grand plaisir d'être là. Et mon intervention, je vais la dédicacer à Serge Chaumier et Isabelle Roussel de l'Université d'Arras, parce qu'on a vraiment noué une relation de proximité et de camaraderie qui fait vraiment plaisir. Et c'est la raison pour laquelle je suis là aujourd'hui. Voilà. Donc le musée de folklore et des imaginaires est un musée municipal à Tournai, en Belgique, à 25 km de Lille, à 16 de Villeneuve-d'Ascq, à 6 km de la frontière française. Et la grande erreur, c'est que nous ne soyons pas restés français. Donc depuis 1830, nous sommes belges. Et en 1930, 100 ans plus tard, on inaugure un musée de folklore, vraiment dans la tradition des musées de folklore, c'est-à-dire un musée qui était surtout centré sur les métiers, avec des mannequins, les mannequins qui prenaient des visages, qui s'identifiaient à des personnes réelles de Tournai. C'était vraiment... Et donc, en septembre 2017, on est venu me chercher à la Maison de la Culture de Tournai pour faire en sorte que le musée soit reconnu par le ministère de la Culture, qu'on appelle chez nous la Fédération Wallonie-Bruxelles. Au bout de 3 ans, j'y suis arrivé et nous avons même été reconnus comme centre touristique. Et j'ai mon avis là-dessus. C'est très bien qu'on soit centre touristique parce que ça permet d'aller chercher de l'argent. Mais nous ne faisons pas le même métier que les offices de tourisme. J'aime dire que les offices de tourisme attirent de la clientèle et nous accueillons du public. C'est une différence énorme. Il y a certaines villes où ça se passe beaucoup mieux, mais dans beaucoup de localités, c'est vraiment un problème. Le musée, une des premières choses que j'ai proposées au collège Échevinal, c'est de changer le nom du musée, qui est passé de Maison tournaisienne Musée de folklore à Musée de folklore et des imaginaires. Ça ne s'est pas fait simplement, mais pour moi, c'était essentiel de montrer un changement. Je me suis retrouvé avec un musée hyper rempli, avec des œuvres qui allaient jusqu'au plafond. Et donc, j'ai fait un grand nettoyage pour revenir à l'essence même du musée, pour revenir aux premières vitrines. Et j'ai fait une place plus importante pour les femmes, parce que c'était un musée d'hommes créé en 1930 pour des hommes, et les femmes étaient tout à fait absentes. Et alors l'autre dimension, on va peut-être un tout petit peu trop vite, l'autre dimension, c'est que j'ai apporté la création artistique. Et la structure de mon intervention, c'est de montrer comment ces œuvres sont arrivées. Il y en aura 21 par rapport à 245 œuvres d'artistes contemporains du XXIe siècle qui sont présentées en permanence au public, en tout cas jusqu'à aujourd'hui. Et ça représente 124 artistes différents. Ça, c'est une œuvre de Fazi Afshari, une artiste iranienne qui réalisait des assiettes en porcelaine avec un court texte, un court poème de son mari qui était décédé.
et qu'elle écrivait toujours en noir. Et donc, j'ai été la voir, et donc c'est la première création ou adaptation pour le musée. J'ai été la voir et je lui ai demandé d'écrire un texte de son mari au bleu de cobalt pour correspondre aux pièces de vaisselle de Tournai qui étaient essentiellement en bleu de cobalt. Et elle m'a dit, tu me fais travailler, je te ferai travailler. C'est toi qui me fourniras la phrase. Et donc, au bout de quelques jours, je lui ai envoyé par mail ou courriel une phrase, pétrir les mots pour leur donner plus de consistance. Elle l'a traduit en persan, donc ce n'est pas tout à fait l'arabe, il y a quelques lettres en plus. Et cette assiette fait partie aujourd'hui des collections à côté des porcelaines de Tournai. Oui, suivant. Alors ça, c'est aussi une œuvre qui a été créée pour le musée. On a une tradition qui est le souper du lapin du lundi perdu, qui existait à Lille, qui existait en Flandre, qui existe encore en Flandre, et qui est le lundi qui suit l'Épiphanie, on fait un souper où on cuit du lapin à l'eau, on l'accompagne d'une salade particulière, donc c'est un repas calendaire avec son menu particulier qui est entrecoupé par des chansons et des textes en picard, qui est notre langage à nous. Mais la soirée commence par les billets des rois. Et donc, le plus jeune convive passe avec un sachet et propose à la personne la plus âgée de choisir un billet qui lui donnera un rôle pour toute la soirée. Il y a 16 rôles. Il y en a 3 qui sont essentiels. Il y a le roi, le verseur et le fou. Le roi parce qu'il commande toute la soirée. Donc il va dire, moi j'ai envie que tout le monde danse. Moi j'ai envie que toi tu récites un texte. Et lorsqu'il boit, il y a le fou qui dit, le roi boit. Et tout le monde doit boire en même temps. Donc il faut que le verseur soit passé et fasse en sorte que les verres soient toujours remplis. Et si quelqu'un ne boit pas, ça arrive de plus en plus au fur et à mesure de la soirée, le fou passe avec un bouchon et fait des traits sur le visage. Et donc un artiste que j'avais exposé à l'Hôtel de Ville, en remerciement pour cette exposition, a réalisé un castelet avec 3 marionnettes. Le roi et le verseur sont droits sur leurs chevaux, tandis que le fou est à l'envers sur un âne. Et donc c'est une œuvre qu'il a créée pour le MUFIM. Le 3e exemple pour ce type de commande, j'avais vu cette planche de skate dans un commerce tournaisien et j'avais proposé au Collège Échevinal d'en faire l'acquisition d'un exemplaire. Et lorsqu'il est arrivé, j'ai été voir l'artiste et je lui ai demandé de faire des touches de couleur rouge sur le skate pour que l'objet commercial devienne une œuvre de création. Et donc, vous voyez, il s'est glissé parmi tous des paysages consacrés à Tournai. Et ça, c'est le beffroi de Tournai, le plus ancien de Belgique. Liège n'a pas tout. Ça, c'est pour une amie. Elle se comprendra pourquoi. Image suivante. Ça, c'est un travail fabuleux que j'ai pu me rendre compte grâce à Serge et à Isabelle. Ils les organisent avec leurs étudiants une exposition d'art contemporain. Et on avait vu le travail de various artistes qui sont... various artistes, ils font semblant qu'ils sont 17. En réalité, ils sont 2, quelquefois 3, mais ça leur permet de rester anonymes. Et ils avaient fait un travail tout à fait similaire sur Arras, et on leur a demandé de recommencer pour tourner. Donc, ils nous ont demandé d'avoir un plan de la ville. On voit au centre, c'est quasi le plan de la ville, avec le nom de toutes les artères. Et ils ont fait une analyse. Et donc, l'assiette centrale, ce sont toutes les artères qui portent le nom d'un homme. Celle de gauche, le nom d'une femme. Et celle de droite, le nom d'un cours d'eau. À chacun ses conclusions. Voilà, on va passer à un autre registre, c'est les créations in situ pour le musée. Excuse-moi Jackie, mais il y a une question que je me pose. Oui. C'est dans ces œuvres d'artistes, tu as parlé d'assiettes, tu as parlé d'une manifestation traditionnelle. Est-ce que les collections du musée sont... Est-ce que tu as énormément d'assiettes dans tes collections? Parce qu'apparemment, moi j'imagine pas le musée du folklore et des imaginaires comme en
premier lieu une collection d'assiettes? Alors, le musée fait 1240 mètres carrés, il est très grand, et les assiettes, par exemple, sont là dans la section consacrée aux industries locales. Donc, il y a toujours un rapport. Le Castelet se trouve au-dessus d'une vitrine consacrée au souper du lundi perdu parce qu'il a été reconnu comme patrimoine culturel immatériel par le ministère. Et donc, aujourd'hui, on est dans le patrimoine national, je dirais, en sachant que la Belgique n'est pas une nation. Et donc, il y a toujours un rapport direct avec la section. Mais l'œuvre est toujours en distance. Et la collection étant organisée en sections? En section, oui. Alors là, c'est une expérience magnifique. Donc, vous voyez là, en dessous de la photo, il y a une plainte. Et donc, je me suis adressé à Bruno Lombardo, qui est un artiste dessinateur qui se balade tout le temps avec son carnet de dessin et qui fait des croquis dans la ville. Et donc, je lui ai dit, tiens, on pourrait considérer que la plainte qui se trouve dans la salle où il y a la réplique du plan en relief de Louis XIV, donc pour expliquer le contexte, on pourrait considérer que c'est l'Escaut, notre fleuve à nous qui divise la ville en deux. Et je te propose d'intervenir à même le mur, ce qui paraît-il est un peu difficile dans des musées de France. Chez nous, c'est une décision qui est prise. Et il est intervenu donc à plat ventre et il a dessiné les travaux actuels qui se passent dans la ville. Donc là, à gauche au-dessus, c'est la construction d'un nouveau pont. Là, c'est quelque chose hyper polémique à Tournai, où on a abattu les arches centrales d'une porte d'eau. Il y a eu vraiment tout un débat dans la ville. Et lui prend ce sujet-là et le peint sur le mur d'une façon définitive. C'est ça que je voulais dire aussi, c'est que ce ne sont pas des expositions temporaires. Ce que vous voyez là, ça fait partie des collections permanentes en direct avec le public. La diapositive suivante, ça c'est une intervention de Manu Bayon, quelqu'un ici du nord de la France qui a fait ses études à Tournai. Et pour moi, c'est une œuvre que j'adore parce que elle était présentée dans le cadre d'une manifestation d'art contemporain Border sur les frontières. Et donc, pour les frontières ici, vous avez la frontière de la Palestine en métal découpé. Et puis à l'arrière, il y a une toute petite partie, c'est la bande de Gaza. Et comme elle ne touche pas à la frontière de 67, si mes souvenirs sont bons, et donc on a ici toute la frontière de la Palestine. Et au-dessus, on a une girouette avec des lettres tout à fait surprenantes. On a le N, c'est le N qu'on trouve sur les tombes collées en pierre. Le S, c'est le S de sud en arabe. Le O, c'est un miroir. Et au-dessus, on a l'Angleterre et on a une petite île ici, qui n'est pas une île, c'est la Côte d'Opale. Et les réfugiés, ils veulent tous aller à la Côte d'Opale parce que c'est la partie la plus proche de l'Angleterre pour pouvoir passer. Et donc, ils mêlent les frontières avec une population qui n'a pas sa terre et une autre population qui cherche une nouvelle terre. Et je trouve ça vraiment une œuvre fabuleuse qui est là en permanence maintenant dans le jardin. Une autre création in situ, c'est Florette Duvinage, qui avait fait une très grande installation avec ses bobines de fil. Et ce qui était tout à fait incroyable, c'est que ces bobines, c'est jamais qu'un bout de carton roulé. Et tous les fils qui sont autour, ce sont les fils des sachets de thé. Et donc, ce sont des milliers de nœuds. Et elle avait fait une immense installation. Et quand elle a terminé son exposition, je lui ai dit, écoute, c'était tellement fort, tellement beau, je te propose dans la section consacrée aux métiers textiles à domicile que tu fasses une sélection de 24 bobines qui soit le souvenir de ton installation. Et pour moi, ça a vraiment son sens. On est dans le textile, et dans le textile à domicile, donc le sachet de thé fait partie de notre domicile. Voilà, on va passer à une troisième section. C'est celle
des créations d'expositions d'art temporaire, d'expositions d'art temporaire. Donc ici, c'est Kenny Skellmans, à qui j'avais proposé de faire une exposition au sein du musée. Et à la fin de l'exposition, il me dit, écoute, j'ai envie de te laisser une œuvre en souvenir de cette exposition. Et donc, c'est une œuvre avec du plastique solidifié, des perles, et il se trouve dans une immense vitrine avec tous des globes de mariés. J'ai dit, OK, mais c'est toi qui choisis l'endroit et c'est toi qui choisis le support. Donc, pour que ce soit en continuité avec son exposition. De la même manière, l'image suivante, on a ici Denis Glynn. Denis Glynn, au moment où je lui propose de faire une exposition au MUFIM, pense à quelque chose. Et puis, voilà que sa mère décède. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a été rechercher tous les albums de famille et il a repris des photos de ces albums de famille qu'il a retravaillés à l'ordinateur. Et c'est donc un petit garçon qui ressemble tellement à mamie. Voilà le titre de l'œuvre. Et à la fin de l'exposition, il m'a dit, écoute, tu choisis une œuvre et je la laisse au musée parce que j'ai un tellement beau souvenir, de nouveau, le souvenir. Et ce n'était pas l'œuvre que je préférais, mais c'était l'œuvre que je trouvais vraiment incroyablement juste par rapport à cet encadrement avec une composition en cheveux de défunt. Donc, tout ça, ce ne sont que des cheveux. Et alors, chose incroyable, c'est qu'il reprend toutes ses œuvres, et puis 15 jours plus tard, je vois que dans la vitrine où on présente les bouteilles de bière, mort subite, etc., on est dans la mort, là, hein, donc la mort subite, j'ai une vitrine un petit peu humoristique, tendance frontière, et je vois qu'il avait oublié une peinture. Je lui téléphone et je dis, écoute, il faudrait que tu repasses parce que tu as oublié une peinture. Ah, ben c'est qu'elle a trouvé sa place, et elle est là. Dernière image de cette série, c'est Virginie Stricane. Donc c'est toute une vitrine sur les photos porcelaines que l'on colle sur les façades. Et puis on a une petite sculpture en résine d'une femme qui tient un cerceau rouge. Et on avait placé cette petite sculpture au-dessus d'une photo porcelaine qui montre un nouveau-né dans son lit de mort. Et donc, le cercle rouge devient le symbole de l'éternité par rapport à cet enfant trop tôt disparu. Et donc, les deux s'enrichissent, et c'est ça que je cherche, c'est de faire des dialogues, vraiment des dialogues entre des œuvres et des objets, pour renforcer le sens à la fois de l'objet ethnologique et de l'œuvre artistique. Excuse-moi, mais chaque fois, ce sont les artistes qui choisissent l'emplacement de leur œuvre. On joue en complicité. Là, par exemple, c'est moi. C'était pour moi tellement évident, et elle était hyper heureuse. Et je crois que le bonheur... Moi, je n'ai jamais travaillé qu'avec des artistes chouettes. C'est un de mes critères. Si je sens que ça va être chiant, une expo, ça dure 2 ans de préparation. Donc, on ne travaille pas avec les chiants. C'est tout. Voilà. On va passer à une autre série. C'est les créations en dialogue, en recherche de dialogue au choix du conservateur. C'est le cas ici. C'est une photo que j'adore, Olivier Roman, qui met en situation un peu comme sur les peintures 16e ou plutôt 17e siècle, avec les collerettes. Et quand on regarde mieux la photo, on constate qu'on est dans les textiles qui proviennent des magasins les plus populaires qui existent. À 1 euro les 100 mètres carrés, quoi. Donc, on a des dauphins, on a des cascades comme motif. Et puis, il a une cigarette électronique. Et ça fait partie de la section consacrée à la communion. Alors, pourquoi la communion? Parce qu'un des cadeaux types pour les petits garçons, c'était une mallette avec le premier rasoir ou le cendrier, l'invitation à fumer. Et donc, ça fait partie de cette section consacrée à la communion. Oui?
Alors ça, c'est un travail dans toujours la même section de la communion. C'est une œuvre de Bastien Lepage, un peintre que je trouve merveilleux au niveau du reflet de la société. Et ce tableau se trouve au Musée des Beaux-Arts de Tournai. Et donc, il y a une jeune étudiante à l'époque qui avait exposé dans une galerie. Et moi, j'avais acheté 2 compositions, dont celle-ci, que j'ai offerte au musée. Et donc, avec ce travail de broderie sur les mains qui rappelle que la communion pour les filles, ça correspond aux premières menstruations. C'est le travail sur le sang. Et donc, voilà, c'est glissé à côté d'une autre chose qu'on va retrouver dans plusieurs sections du musée, c'est les photos porcelaines. Par exemple, dans la section des jouets, il y a une photo porcelaine avec un petit garçon qui est à côté de son nounours. Et c'est pour rappeler aussi que ce musée est une ode à la vie, mais c'est aussi un rappel que la vie, elle est fragile. Donc ça, c'est une permanence dans ce musée. Oui? Alors ça, c'est une œuvre fabuleuse. Il reste 5 minutes. Oui, j'ai chronométré. Normalement, c'est bon. C'est Sophie Mavroudis. Donc, comme vous pouvez le présumer, elle est d'origine étrangère, installée en Belgique. Et donc, elle a fait tout un travail sur les hirondelles qui, dans leur trajectoire, lui font drôlement penser aux réfugiés, dont on retrouve les corps sur les plages. Et donc, elle a fait une immense installation avec un ensemble de tourterelles coulées dans le plâtre. Et moi, je lui ai demandé de nous en offrir 2. Et elles sont dans la section de la mort. Il y a de part et d'autre 2 chrysanthèmes en faïence. Et donc, elles prennent un nouveau sens. Ce n'est plus les immigrés, mais c'est la mort qui, encore une fois, nous attend tous. J'ai été pendant un certain temps conservateur des cimetières de Tournai. On ne se déforme pas. Alors, l'autre installation, ça c'est vraiment pour moi quelque chose d'incroyable. J'avais 2 photos qui montrent un marchand de moules qui venait de la côte belge avec son bateau le vendredi vendre des moules à Tournai. Et puis je vais dans l'atelier d'une artiste à Liège qui adore Tournai, qui adore le musée. C'est aussi un bon critère. Et je découvre dans son atelier un ensemble de moules, parce qu'elle avait travaillé sur la Belgique. La Belgique, c'est les moules frites, bien entendu. Et donc, elle avait créé toutes des gravures aléatoires, comme elle dit. Donc, elle faisait des gravures, mais gestuellement, et puis elle découpait les gravures et marouflait à l'intérieur des moules. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, écoute, il faut que tu nous prêtes. Donc ça, c'est une notion que j'aime beaucoup, c'est un dépôt conditionnel. Donc, c'est un dépôt, il y a plusieurs œuvres d'Isabelle chez nous. C'est chez nous tant que c'est exposé au public. Dès le moment où on les retire, on lui rend. Et moi, je trouve que c'est une très bonne formule. Mais comment tu rémunères l'artiste? Dans ce cas-ci, pas, parce que c'est un dépôt momentané. Il se fait que j'aime tellement bien que ça devient un dépôt permanent. Mais ça, c'était pas dans le contrat d'origine. Bon, c'est pas bien, hein? Et puis 5, les couronnes funéraires. Alors ça, c'est quelque chose que j'ai mené avec une galerie qui est une galerie incroyable, qui est la galerie Coma. C'est une galerie ASBL. Et donc, comme conservateur des cimetières de Tournai et animateur à la Maison de la Culture de Tournai, j'ai intégré l'art contemporain dans la gestion des cimetières. Et donc, à l'entrée du cimetière, il y a une sculpture en forme de porte. Elle est en acier Corten. Et ce qui est incroyable, c'est qu'elle a été faite pour une galerie et n'avait rien à voir avec le cimetière. Mais vous savez comment ça s'appelle, ces plaques d'acier Corten qui ont des petites formes en forme d'hexagone pour que les gens ne glissent pas lors de leur déplacement. Ça s'appelle des larmes. Et donc, quand j'ai su ça, on lui a acheté une porte qu'on a installée
à l'entrée du cimetière. Et puis on a acheté vraiment un bon nombre de sculptures pour faire un parcours. Et chose incroyable, aujourd'hui, il y a 4 personnes qui, parce qu'il y a une autorisation particulière dans nos règlements du cimetière que j'ai pu négocier avec la ville, que l'on peut installer une tombe sculpture. Et donc, il y a 4 personnes qui ont commandé à des sculpteurs leur propre tombe et qui enrichissent ce parcours. Et ça, c'est vraiment magnifique. Et donc, avec la galerie Coma, on a proposé à une 50aine d'artistes, au fil du temps, donc en 4 ou 5 ans, de nous réaliser des paires de couronnes où ils avaient tout à fait la liberté du contenu, du matériau. Il n'y avait qu'une seule exigence, c'est que la couronne n'excède pas les 30 cm de diamètre et ne soit pas inférieure pour la partie intérieure à 25 cm. Et donc ici, c'est Marco Pellizzola, un artiste italien, qui a voulu rendre hommage à ses parents. Et donc ce sont 2 couronnes en métal découpé où il voulait rendre hommage à ses parents. Et donc, pour lui, la couronne du Christ, c'est pour se moquer de lui. Mais elle est faite dans quelle matière? Elle est faite en acacia, le bois imputrescible. Et donc, c'est déjà une forme d'appel à l'éternité. C'est incroyable, ce symbole. Et donc, il prend ce symbole de la mort, mais alors il met 2 oiseaux qui représentent pour lui l'âme de ses parents, qui ont les pattes sur l'infini. C'est incroyable. C'est presque fini. Hein. Alors ça, c'est... Les 5 minutes sont écoulées, mais... Il reste 15 secondes. Véronique Pop, et donc elle a réalisé 2 couronnes en bois avec les nœuds en plomb, comme si c'était pour la tombe de sœurs jumelles. Et la dernière, ça, ce sont 2 paires de couronnes de Véronique Pop, avec toutes des lunettes d'hommes, des lunettes de femmes, des lunettes d'enfants, d'adultes. Et là, je vais lire parce que j'ai fait un effort. N'est-ce point là une belle conclusion pour une intervention consacrée à la part d'imaginaire que peuvent apporter des œuvres d'art dans un musée de société? Les 245 œuvres des 124 artistes du XXe siècle glissées dans les scénographies du MUFIM engendrent des dialogues particuliers avec les objets et documents de société, des surprises, des questions, des échanges avec les visiteurs, enfants ou adultes, s'adressant silencieusement à leur sagacité ou à leur sensibilité. Merci Jackie. On a presque envie de partir tout de suite visiter ton musée. Et je donne la parole à Marie. Avec 10 minutes au lieu d'un quart d'heure, puisqu'on doit terminer notre intervention à moins le quart. Donc on réserve un quart d'heure pour les prises de parole et on va laisser un quart d'heure aux artistes et 10 minutes aux conservatrices. Bon, merci Anne. Je vais tâcher de me tenir à ces 10 minutes. Voilà, donc j'ai intitulé cette présentation rapide et synthétique. Voilà, le musée alsacien à l'épreuve du contemporain, histoire, opportunité et enjeux, puisque ce que je vais vous présenter, effectivement, c'est un processus qui est en cours. Et ce que je souhaitais partager avec vous, c'était autant le résultat d'actions déjà menées ou que nous sommes en train de mener, mais également un certain nombre d'interrogations qui sont les nôtres. Alors voilà. Voilà, donc alors peut-être vous présenter rapidement pour ceux qui ne connaissent pas le musée alsacien, que vous sachiez un petit peu d'où on part. Et c'est-à-dire que j'ai pris pour titre en fait le musée d'un monde disparu. C'est une expression que j'ai repris à l'avant-propos d'un catalogue des collections du musée qui a été édité au début des années 2000. Et je trouve qu'il dit bien ce qu'il est, ou en tout cas ce que le musée a été encore jusqu'à une période relativement récente. Donc vraiment un musée. Donc là, j'ai passé assez vite, mais je crois que c'est quand même important qu'on l'ait à l'esprit. Donc un musée qui a été créé maintenant il y a plus de 120 ans, avec, au moment de sa création, et c'est un travail vraiment qu'on a fait aussi de comprendre un petit peu dans quel esprit avait été créé ce musée, pour savoir comment le faire évoluer aussi aujourd'hui. Donc dans un cadre, dans un projet ambivalent.
Je passe rapidement, on y reviendra éventuellement lors des questions, mais en fait, il faut savoir que c'est un musée qui a été créé par une société. À l'époque, Strasbourg est en Allemagne. Dans cette société, il y avait en gros, si vous voulez, deux factions. Et une faction qui voulait faire du musée un musée où il y avait un lien entre les musées d'art et tradition populaire, mais également avec la création qui avait cours à l'époque. Pour ceux qui ont suivi ce matin la visite avec Caroline, elle évoquait donc le groupe de Saint-Léonard. Donc le groupe, un certain nombre des membres, et notamment les membres les plus éminents du groupe de Saint-Léonard, ont fait partie des fondateurs du musée alsacien. Et puis un autre groupe au sein du musée qui, lui, voyait plus le musée comme un lieu d'affirmation identitaire et notamment d'affirmation de l'appartenance de l'Alsace à la France. On est dans ce contexte entre 1871 et 1918, donc quand l'Alsace et la Moselle actuelle avaient été rattachées à l'Empire allemand à la suite de la guerre de 70-71. Autre aspect aussi qu'il est important d'avoir à l'esprit pour le musée alsacien, et vous le voyez notamment sur la photographie en bas à gauche, c'est un parcours immersif, c'est-à-dire qu'on a au sein du parcours du musée un certain nombre de reconstitutions, de period rooms, qui pour leur grande majorité remontent à la fondation du musée ou aux années qui ont suivi tout de suite les premières années. Et qui offre aujourd'hui une dimension vraiment presque immersive, où on a effectivement, à la fois, on entre dans cette pièce dont on a l'impression que les occupants viennent de quitter, on a l'odeur, on parle du plancher qui craque, tous ces aspects-là qui nous offrent une sorte de plongée dans une Alsace de la fin du XVIIIe ou du début du XIXe pour l'essentiel. Donc effectivement, et du coup avec des collections en grande partie centrées donc sur cette partie de la fin du XVIIIe, de la fin du XVIIe, du XVIIIe, du XIXe et du début du XXe siècle. Et puis un musée qui est quand même resté finalement assez longtemps en marge des évolutions muséologiques. Je pense que Noémie Droguet est parmi nous. Je sais qu'elle en a parlé. Voilà. Noémie, tu en parlais notamment dans l'ouvrage que tu as publié il y a quelques années maintenant de cela, sur du musée ethnographique au musée de société, du folklore au musée de société, l'évolution des musées ethnographiques, où effectivement tu citais le musée alsacien, en fait, presque en exemple de musée qui était resté encore jusqu'à des dates relativement récentes, assez dans cette approche qui était celle au début du XXe siècle, au moment de sa création, et donc effectivement, peu ou pas d'ouverture à la création contemporaine. Donc c'est à peu près la situation, si vous voulez, jusqu'à il y a une 10-15 ans. Et puis, une transition qui s'est amorcée dans le courant des années 2010, qui tiennent à plusieurs choses. Je les ai listées, on pourrait y revenir dessus, mais donc des changements à la fois au sein de l'équipe du musée, au sein des élus qui souhaitaient une évolution de ce musée. Ce que j'évoquais rapidement, un écosystème favorable. Je ne l'ai pas précisé pour ceux qui ne connaissent pas le musée alsacien, on est à Strasbourg. Donc avec présence d'une école d'art assez renommée, la Haute École des Arts du Rhin, mais également beaucoup de centres dédiés à la création, des galeries, des centres d'exposition, un musée d'art moderne et contemporain. Le musée lui-même, le musée alsacien, fait lui-même partie du réseau des musées de Strasbourg. Donc beaucoup d'artistes, donc un milieu globalement assez dynamique dans le domaine de la création contemporaine à l'échelle locale. Et puis d'autres éléments, le rapport musée du XXIe siècle. Et puis enfin une vision, ce que j'appelais un peu des visions plus contrastées du musée vis-à-vis des habitants, et là non pas du public. Je pense que c'était vraiment qu'on travaille à la fois sur la vision du musée par les publics, mais aussi la vision du musée par les habitants, avec une partie des habitants qu'on a pu sonder, donc certains qui disaient qu'ils étaient vraiment très très attachés au musée, vraiment un rapport très sentimental au musée, et à d'autres qui disaient non mais moi ce musée il me parle pas du tout. C'est soit effectivement, moi je suis pas touriste, donc c'est un musée pour les touristes, ou à l'inverse, des personnes notamment qui étaient issues de l'immigration qui disaient non, c'est un musée pour les Alsaciens, moi je suis pas alsacien, c'est pas pour moi. Donc des choses qui nous ont un petit peu interrogés. Et du coup, que nous avons questionné dans le cadre d'un projet scientifique et culturel que nous avons achevé il y a peu, qui est maintenant entre les mains de la DRAC Grand Est et du service des musées de France, pour lequel, en fait, la question du contemporain
est une des réponses que nous proposons, alors non pas la seule, mais voilà, c'est celle qui nous intéresse durant ces journées, pour faire évoluer ce musée. Et donc voilà, donc l'idée c'était vraiment d'acter l'ouverture aux contemporains. Je le dis, hein, elle est déjà en germe, elle s'était déjà manifestée en fait, on va dire depuis les années 2012-2013, notamment avec l'arrivée à la tête du musée d'Elisabeth Schimmels, qui en avait la direction jusqu'à la fin de l'année jusqu'à la fin 2016. Mais là, l'idée, c'était vraiment de l'intégrer dans le projet scientifique et culturel avec 3 axes. Donc, le premier, voilà, c'était renouer avec le musée comme lieu inspirant pour la création. Donc, je disais rapidement en introduction, le musée a été créé notamment par des artistes pour faire le lien entre les objets de la culture traditionnelle et la création, hein, cette culture du territoire, ce territoire dans son histoire, dans sa matérialité, comme élément inspirant pour la création. Donc l'idée était de... Non, hop, en arrière s'il vous plaît. Voilà, pour renouer avec cela. Et donc effectivement, on accueille régulièrement des artistes auxquels on ouvre l'accès à nos collections, à notre documentation, pour que, voilà, dans leur processus créatif, le musée soit aussi un espace de ressources. Donc là, c'est un exemple de l'œuvre de Mélodie Mélé-Tourneux, donc qui est avec nous cet après-midi, avec cette installation qui s'appelle Vierwet Sichel. Donc on pourra aussi y revenir, je vais expliquer un petit peu ce que sont voilà, ce que ça veut dire, donc ces tuiles de fin de journée, voilà, où elle s'est inspirée en fait de la tradition tuilière du territoire alsacien, de notre collection de tuiles et donc de ces tuiles de fin de journée, pour créer une installation. Donc vous avez ici, alors là c'est une photographie de la préfiguration, puisque l'installation, voilà, l'œuvre était en cours de création, et œuvre que voilà, on a pu acquérir en 2021, mais on n'a pas encore présenté. C'est pour ça que vous n'avez pas de photographie en salle, mais c'est un sujet que je vais aborder un petit peu plus tard. Un autre aspect, donc, alors là vous ne voyez pas, j'espère que vous voyez un petit peu mieux que moi. L'œuvre contemporaine est un moyen de comprendre ou de s'interroger sur le territoire. Ce qu'on souhaitait, c'était aussi, par le biais de l'art contemporain, par le biais du regard des artistes, quelquefois d'amener le public à prendre peut-être un petit peu de recul ou de considérer différemment certains aspects qui sont présentés dans le musée. Et notamment ce rapport à l'identité. Je vous évoquais donc au moment de la création du musée alsacien, le musée alsacien avait été vraiment conçu par une partie de ses fondateurs. D'ailleurs, c'est un peu la partie des fondateurs qui ont eu gain de cause, hein, au final, comme une sorte de bastion de l'affirmation de l'identité française de l'Alsace. Dans ce contexte, hein, on est vraiment juste quelques années avant le déclenchement de la Première Guerre mondiale, donc, où l'Alsace est une partie de la Lorraine, la Moselle actuelle, donc ce qu'on appelait à l'époque les provinces perdues, faisait l'objet en fait de tensions entre la France et l'Allemagne, et avec toute une production ou tout un imaginaire autour de ces provinces qu'on présentait comme vraiment attachées indéfectiblement à la France, attendant le retour à la France. Aujourd'hui, les historiens voilà, ont un regard un petit peu plus nuancé par rapport à cette histoire. Et le musée, donc, au moment de sa création en 1902, et surtout au moment de son ouverture au public en 1907, avait voilà, revendiqué cette appartenance, cet attachement à la France. Voilà, sur lequel aujourd'hui on revient un petit peu. Et donc là, nous accueillons en résidence depuis 2018 le photographe Charles Frégé, qu'un certain nombre d'entre vous connaissent, hein, parce que lui-même connaît très bien les musées de société, pour donc voilà, une résidence de 4 ans qui s'est terminée l'été dernier. Là, on travaille maintenant à l'exposition pour un projet qu'il a appelé les Souvenirs d'Alsace, où il réinterroge vraiment cette question de tout cet imaginaire, toute cette culture visuelle qui s'est créée autour de l'Alsace, qui attend le retour à la France, et montrant effectivement aussi toute la part de propagande, toute la part d'imaginaire qu'il y avait sur cette vision un petit peu fantasmée de l'Alsace, indéfectiblement francophile. Donc là, alors j'espère que vous voyez quand même un petit peu mieux. Donc là, vous voyez de part et d'autre d'un poteau frontière une Alsacienne, donc à droite, et puis le soldat français qui lui offre un bouquet bleu-blanc-rouge, évidemment, et puis en dessous, eh bien, c'est la mort, quoi. Enfin voilà, puisqu'évidemment, tout ça, on sait à quoi cela a conduit. Et ce qui était aussi intéressant, alors là, c'était une résidence un petit peu exceptionnelle, hein, voilà, 4 ans de résidence, c'était aussi la possibilité, avec l'artiste, de l'accompagner dans cette découverte du territoire, hein, puisque c'était un territoire qu'il ne connaissait pas du tout, l'Alsace.
et voilà, de travailler avec différents acteurs. Et c'était aussi pour nous un enjeu en tant que musée de société, c'était de faire le lien entre l'artiste et le territoire. Ça va être aussi l'objet des tables rondes de demain, de l'accompagner pour nourrir en fait sa démarche auprès de différents acteurs du territoire, et notamment du CIAV à Meisenthal, où Charles a passé une semaine ou 10 jours, je crois même, enfin, au début de l'année 2022. Si je me souviens bien. Voilà, et donc des œuvres ont été produites dans ce cadre-là et seront présentées. Enfin, donc voilà, le troisième enjeu, c'est créer au sein du parcours permanent un dialogue entre les collections historiques, on va dire, objets et œuvres anciennes, d'art ancien, donc, et les objets et œuvres contemporaines, en fait. Comment, finalement, cette confrontation, cette interaction, un petit peu dans l'esprit de ce que nous a présenté Jackie à l'instant, peut être source d'un dialogue et permettre l'élaboration d'un discours nouveau, en fait. Et là, je vous en montre 2 exemples. Donc, avec à gauche une installation d'Hervé Bonnert qu'il a intitulée Faiseuse d'anges. Donc, Hervé Bonnert est un artiste alsacien qui réside à Strasbourg, qui a une approche qui confine presque un petit peu à l'art brut, en fait. Il collecte notamment dans les brocantes différents objets qu'il transforme, qu'il réadapte dans des installations, dans des sculptures. Quelquefois, il reprend des sculptures, il les creuse. Et voilà, avec une œuvre quand même, globalement un univers assez sombre qui tourne autour de la mort. Et là, vous voyez donc cette installation qu'il appelle Faiseuse d'anges. Donc c'est une sorte de mobile où il a repris en fait des chemises de nouveau-nés anciennes. Elles datent de la toute fin du 19e ou début du 20e siècle, qu'il a amidonnées pour leur donner une certaine rigidité, qu'il suspend avec des petites photographies d'enfants. C'est des photographies de la même époque et qu'on présente dans l'espace du musée qui est dédié à la naissance. Et plus spécifiquement même aux sages-femmes. Vous voyez à côté, c'est une chaise d'accouchement, une chaise d'accoucher que les sages-femmes amenaient de maison en maison dans les villages en Alsace au moment de la délivrance, et qui permet en fait d'évoquer, donc avec cette œuvre où on voit en fait du fait de ces chemises, leur côté, le fait qu'elles soient sur des mobiles un petit peu évanescents, qui donne un peu l'idée que l'enfant s'envole, de petits anges, qui rappellent aussi le rôle un petit peu ambivalent de ces sages-femmes, qui étaient évidemment chargées en premier lieu d'aider les femmes à accoucher, mais qui aussi étaient chargées de leur donner les premiers sacrements, compte tenu de la mortalité infantile très élevée jusqu'à des périodes relativement récentes, et même quelquefois, lorsque l'enfant ne s'avérait pas viable, le faisait disparaître. Donc qui permet d'évoquer ce rôle un petit peu, un peu ambigu, qui quelquefois les mettait de toute façon en marge de la société. Un autre exemple que vous avez ici. Oui, aussi, oui. Très, effectivement. Non, mais en Alsace aussi. Ça veut aussi dire autre chose. Mais c'était le choix de l'artiste, effectivement. Et donc, on a respecté. C'est le titre qu'il a donné. Mais c'est bien pour lui, pour Hervé Bonnert, c'était bien en lien avec ces sages-femmes. Et Et on n'aborde pas la question de ce n'est pas la question de l'avortement. De l'avortement ? Non, pas là. Non, et ça n'était pas ce qu'a souhaité évoquer l'artiste, mais il l'a quand même appelé comme ça. Oui, je suis d'accord. Bon, il me reste... Ouais, bon alors, donc alors tant pis, je vais passer alors à la diapo suivante. Donc en fait, on en est en quelque sorte à ce stade-là, c'est-à-dire qu'effectivement, là maintenant, depuis quelques années, le musée a acquis un certain nombre d'œuvres dans le domaine de l'art contemporain. On souhaite vraiment les intégrer au sein du parcours permanent, et effectivement, cette démarche engagée maintenant depuis un tout petit peu plus de 5 ans, on commence à en voir des résultats. Donc, je vais passer assez vite. Ça, elle a suscité des questionnements de la part de certains professionnels. On a évoqué, Anne, tu parlais des commissions d'acquisition, de la DRAC, du regard aussi d'autres professionnels, de certains de nos collègues,
disait, mais il y a des structures d'art contemporain à Strasbourg, pourquoi vous présentez de l'art contemporain? Donc voilà. Des réactions contrastées du public qui traduisent aussi ce que j'appelais des visions un petit peu différentes de ce que peut être le musée en général et le musée alsacien en particulier. En fait, une partie du public qui est un peu surprise, en fait, puisqu'on a un public... une partie de notre public, notamment le public touristique, qui vient un petit peu en quête d'une découverte d'une Alsace un petit peu rêvée, une Alsace un petit peu idéale, et qui est quelquefois surprise, alors quelquefois bien, mais quelquefois un petit peu, effectivement, un peu plus, comment dire, un peu plus interloqué. Voilà, comment accompagner le public là-dedans, hein, c'est vraiment un questionnement pour nous, pour moi aussi aujourd'hui, et que je souhaitais partager avec vous. Et là, donc, un enjeu qui est apparu très récemment dans le cadre d'un accrochage, voilà, dont vous avez ici une vue, avec, à mon sens, un réel enjeu autour de la scénographie, et plus globalement, même j'aurais pu mettre de la muséographie. C'est comment ouvrir aux contemporains ce musée avec cette dimension, encore je vois, très immersive de cette présentation de l'Alsace idéale, donc sans perdre l'esprit des lieux, mais tout en lui permettant une évolution et de bien être, d'être lié aux contemporains, d'être toujours un lieu d'émerveillement, mais aussi un lieu de questionnement. Merci Marie. Et d'avoir respecté le timing et qui me permet de passer la parole à Isabelle. Oui, c'est Caroline. Voilà, alors moi je vais du coup accélérer un petit peu, et puis surtout je vais passer sur toute la partie présentation du site, puisque vous avez eu l'occasion de découvrir ce matin avec Cédric et Aurélie l'ensemble du parcours. Simplement je voulais revenir parce que je me suis dit voilà, on va tous aborder un petit peu nos problématiques aujourd'hui du contemporain dans le musée, mais je me suis dit que ça pouvait être intéressant aussi de se poser la question inversement de qu'est-ce que nous ont apporté aussi les créateurs qui sont déjà passés sur ce site dans le temps, et qu'est-ce que ça a généré en fait pour ce site et pour ce territoire. Et du coup, bien sûr, vous l'avez vu ce matin, l'arrivée d'Émile Gallet, tout ce que ça a provoqué en termes de créativité sur le territoire, et surtout d'amélioration des savoir-faire pour la manufacture, de créativité économique derrière, puisqu'il y a eu une nouvelle vie d'une manufacture. Il y a eu aussi des ouvriers qui se sont appropriés un langage artistique et qui se sont proclamés artistes et qui ont développé leur propre création artistique. Et je pense que ça, c'est un aspect qui est quand même aussi intéressant dans l'approche d'un territoire, de voir qu'à un moment, cette rencontre avec un artiste, voilà, ici ça a été Gallet, mais a permis aussi à des simples, entre guillemets, ouvriers de la manufacture, de s'approprier une démarche artistique, une créativité, et eux-mêmes de devenir par la suite artistes. Et je pense que ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier, nous aussi, aujourd'hui, quand on essaye d'intégrer ces éléments-là. Voilà, et donc, évidemment, qu'est-ce qui reste après pour les générations suivantes de cette créativité-là? Et ben là, vous voyez, tant que l'usine tourne, les gens vivent, ils ne se posent pas forcément cette question. Diapo suivante, si tu veux bien. Voilà, et après, il y a d'un coup la friche, la fermeture, et l'envie peut-être de repartir vers autre chose. Et l'envie de repartir vers autre chose, ici, ça a été, comme dans beaucoup d'endroits et beaucoup de musées et d'écomusées, des bénévoles qui se sont d'abord mobilisés autour d'une envie. Ils s'appelaient eux-mêmes les barbouilleurs du dimanche, donc c'était des peintres amateurs qui ont d'abord eu envie de redonner une vie artistique au village en s'appropriant la friche industrielle. Et très rapidement, cette envie-là a rencontré celle du Parc des Vosges du Nord qui venait d'être créée, et sa volonté de créer un musée du verre. Et donc il y a eu une espèce de synergie aussi avec les édiles locaux pour dire OK, on y va, on crée un musée, on constitue une collection. Mais là où je pense que l'association a été particulièrement innovante, c'est aussi qu'elle est très rapidement, donc dès le début des années 80, elle a constitué, donc sur les bénéfices en fait du musée, une collection. Alors la collection d'Art Nouveau que vous avez découvert dans le musée ce matin, qui a été largement subventionnée notamment par le FRAM, mais une autre collection qui est un peu moins connue, qui est une collection de verre contemporain qui a été constituée donc très en amont dans l'histoire du musée, par notamment les bénévoles, et notamment Paul Francoser, qui était un des fondateurs du musée. Et pour moi, c'est extrêmement intéressant parce que dès le début, ils se sont intéressés à des artistes qui étaient
encore vraiment en activité. En général, les pièces achetées avaient moins d'1 an. Elles ont été acquises auprès d'une galerie de verre contemporain à Strasbourg, mais aussi directement auprès des artistes. Et je trouve que de la part d'un musée qui émerge comme ça sur un territoire rural, avec cette volonté de faire vivre ce territoire, d'avoir eu cette créativité. Donc là, il y a quelques pièces qui sont présentées, qui sont plutôt représentatives d'un mouvement donc, du Studio Glass étranger, avec des pièces américaines, notamment ici. Donc c'est un mouvement de temps. Ce qui m'interpelle, c'est comment ils ont eu l'idée d'aller chercher ces artistes-là, alors qu'ils ne produisaient pas du tout sur ce territoire, qui étaient des artistes verriers directement, alors qu'ici on a toujours été dans la collaboration entre manufacture et artistes. Et pour la diapo suivante. Et notamment, ce qui est intéressant, c'est qu'ils se sont très vite concentrés sur le mouvement français du Studio Glass, avec notamment cet artiste qui est Jean-Pierre Umdenstock, mais bien d'autres, hein, Le Perlier. On a vraiment une collection à peu près 70 pièces, qui est assez originale dans le paysage muséal de cet art verrier Studio Glass. Et ce qui est très intéressant, c'est que cet artiste, donc, qui a été collecté dès les années 80 par le musée, va être sollicité par les collectivités, et notamment par le Parc des Vosges du Nord, avec la commune de Meisenthal, les élus locaux, la communauté de communes, etc., pour faire une étude de faisabilité. C'est-à-dire qu'on va solliciter un artiste pour imaginer comment on peut faire revivre une activité verrière et artistique à Meisenthal. Et donc, Jean-Pierre Umdenstock a d'emblée, c'est un personnage un peu particulier, hein, qui était assez fantasque, et je pense que ça a dû être parfois assez... faire quelques étincelles dans son arrivée sur le territoire. Et d'emblée, il a donné ces 2 missions, qui sont d'une part la formation pour les étudiants des écoles d'art, pardon, là, diapo précédent. Et notamment, donc pour lui, ce qui était important, c'était de mettre en contact les jeunes créateurs innovants et les artisans verriers expérimentés. C'est d'autant plus intéressant, c'est qu'il est arrivé sur ce territoire. Il s'est quand même immergé sur ce territoire, puisque lui-même était verrier chevronné. Il savait créer ses pièces tout seul. Et là, il s'est rendu compte que sur ce territoire, ce qui en faisait la spécificité, c'était de faire appel à des artisans verriers expérimentés, c'est qu'ici, il y avait un savoir-faire. Et donc ça, il a d'emblée mis ça comme action, avec aussi une politique d'édition et de diffusion du verre contemporain au label de Meisenthal. Donc créer une synergie entre les designers du verre contemporain et les artistes locaux, les uns réintroduisant la créativité, les autres apportant un irremplaçable savoir-faire. Donc ce dialogue-là, qui fait quand même grandement partie de notre ADN encore aujourd'hui, il était déjà posé par cette étude dans les années 90 par un artiste. Bon, déjà, honnêtement, je pense que c'est la seule étude sur le territoire que je connais. Pourtant, des études de faisabilité, on le sait tous, il y en a eu des dizaines sur beaucoup de territoires. Je pense que c'est la seule que je connais réalisée par un artiste qui ensuite a porté les premiers stages, mais qui dans la durée n'a pas porté le centre d'art verrier, qui s'est créé complètement autrement après. Mais en tout cas, lui, il a mis cette première émergence. Et les pièces que vous avez vues dans les vitrines du musée ont été réalisées lors d'accueil d'artistes au début par Jean-Pierre Umdenstock, puisqu'il a fait appel à tout son réseau d'artistes. Voilà. Et donc, du coup, pour un peu ensuite de tout ça, effectivement, maintenant, ça fait bien longtemps que le Centre d'art verrier accueille des étudiants, des workshops étudiants notamment, comme vous avez pu voir ce matin. Ce qui est important pour nous dans cette démarche-là, et pour le Centre d'art verrier en particulier, c'est cette immersion, c'est le fait de pouvoir mener des expérimentations, de se confronter à un environnement, d'être en contact, en dialogue, comme vous avez pu le voir ce matin, entre verriers et étudiants, et aussi, du coup, pour nous, de pouvoir à un moment accueillir ces étudiants dans le musée, les confronter à notre collection, les confronter aussi à ce que notre territoire a à dire par rapport à leur créativité à eux. Et par ailleurs, pour les verriers, nos verriers, c'est toujours des moments quand même un peu de challenge, c'est-à-dire qu'ils travaillent complètement différemment au moment des workshops, puisque c'est pas une réalisation d'un objet qu'ils connaissent, qui est répété, mais bien au contraire, de se confronter à quelque chose d'extrêmement différent. Voilà, et donc ça, on en a parlé ce matin en visite. Donc la collection des moules et la moulothèque, qui est un élément extrêmement important en fait dans la démarche du Centre international d'art verrier et qui rejoint bien sûr la démarche patrimoniale du musée, c'est-à-dire que comment on capitalise sur le savoir-faire, mais aussi sur les formes, sur toute notre histoire industrielle, pour pouvoir renouer avec une créativité, et notamment permettre aux artistes qui arrivent de s'imprégner, d'être ici dans un territoire
territoire qui vit d'une manière particulière, qui puissent, eux, s'immerger ici pour pouvoir créer, nous proposer d'autres éléments de créativité. Il y a une diapo qui s'est décalée, c'est pas grave. Et donc du coup, aujourd'hui, au niveau du site Verrier, et notamment dans les liens musée-centre d'art Verrier, il y a différents éléments qui sont en cours. Donc on a un gros travail, je l'évoquais ce matin, en questionnement sur la sélection, en fait. C'est dans toute cette créativité qu'il y a eu depuis plus de 20 ans au niveau du centre d'art Verrier, d'accueil d'artistes, etc. Ces collections, pour l'instant, sont très peu intégrées au niveau du musée en collection au Musée de France. Elles appartiennent à la collectivité et elles demandent aujourd'hui, c'est un vrai questionnement qu'on va avoir là dans les années à venir, de se dire qu'est-ce qui est pertinent au regard de nos collections, au regard de la démarche qu'il y a eu sur ce territoire, dans toutes ces démarches d'artistes accueillis au fil du temps. Comment faire le choix de ce qui va avoir sens dans la durée. Donc ça, c'est un des énormes chantiers, notamment aussi Laetitia Velten de la conservation des musées du parc a entamé un travail sur la collection, sur tout un ensemble qui s'appelle Décorum, qui était tout un travail d'accueil d'étudiants, de designers sur la réinterprétation des techniques de décor à froid de manière contemporaine, où il y a une masse d'objets très importante et dans laquelle il faut vraiment sélectionner ceux qui ont à dire quelque chose au regard de nos collections aussi. Donc ça, c'est vraiment, je pense, un axe important pour nous dans les prochains temps. Mais c'est aussi, bien sûr, arriver à améliorer tout le dialogue lors des workshops, lors des accueils et des résidences d'artistes, entre la manière dont le musée peut nourrir, ce que tu disais, Marie, comment le musée peut nourrir en fait cette création, comment il peut être un moment source de questionnement, comment à un moment il peut apporter une interrogation qui va permettre peut-être une démarche artistique derrière. Alors on le sait, là par exemple Michel Paysan dans ses pièces doublées que vous avez vues taillées en braille ce matin, il me disait que c'était vraiment des pièces doublées qu'il avait vues dans le musée avec une taille très fine qui lui avait vraiment inspiré ce travail-là. Donc c'est toujours intéressant de savoir aussi, nous, qu'est-ce qui va être un moment déclencheur de tout ça. Et donc, bien sûr, un aspect qui pour moi est important, c'est aussi comment on fait profiter toute cette énergie créative qui se développe là sur ce site, comment elle peut revenir un petit peu sur le territoire. Ça, c'est un vrai questionnement. Alors, on a la chance de mener depuis plusieurs années des projets avec notamment un collège et différentes écoles du territoire vraiment en profondeur, où on a des jolis projets qui se développent avec des artistes aussi, notamment d'un créatif. Oui, parce qu'en fait, il y a un troisième collectif d'artistes à Meisenthal, il ne faut pas l'oublier. Et donc, on travaille avec 2 artistes de ce collectif qui s'appelle Bichissime, qui interviennent dans les écoles du territoire autour d'œuvres du musée. Et voilà, donc ça, c'est un travail qui se mène tout au long et qu'on essaye de redévelopper dans le temps là, mais qui, effectivement, pour nous aujourd'hui, c'est est-ce que systématiquement on va proposer des sorties de résidence, des sorties de workshop. Là, on va le faire pour les journées des métiers d'art. Les étudiants qui sont en résidence cette semaine vont présenter leur travail au public en fin de semaine. Donc ça, c'est intéressant parce que ça permet aussi aux habitants du territoire qui voient passer un petit peu de gens d'un peu partout de se dire mais qu'est-ce qu'ils font là ? C'est l'occasion de venir le découvrir. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a parfois du mal à enclencher systématiquement parce que le rythme quand même des projets s'enclenche de manière assez dense. Donc du coup, voilà, c'est vraiment dans les évolutions, et vous l'avez vu, on essaye de présenter dans le musée régulièrement, là comme avec les pièces de Michel Paysan, des résultats du travail de création qui s'est fait tout au long de l'année. Merci Caroline. Et donc on va laisser la parole aux artistes. Je vous laisse le soin de vous présenter. Et peut-être de nous alerter professionnellement qu'est-ce que doivent faire les directrices d'établissement pour vous faciliter l'œuvre de création. Parce que j'ai l'impression que souvent ces directrices d'établissement, elles sont comme le balayeur de curling là, qui est obligé, pour faire avancer l'artiste, d'évacuer toutes les scories de procédures administratives, de questionnements, de commissions de sécurité, de hauteurs dictées par l'ABF. Et donc, vous, de votre côté, comment vous vivez
cette espèce d'intrusion en tant que... J'allais faire un joke pour te dire que nous, on veut du fric pour créer. Mais on a besoin de fric pour créer. Non, mais nous, on est. Merde, Anne, je vais répondre à ta question, mais un petit peu en décalé tout à l'heure. Oui, voilà. Donc, Pascal Damien Perret, nous sommes Les Époupées. C'est notre nom d'artiste, voilà. Donc, on est en duo depuis 2016. Et avant ça, on avait chacun nos pratiques artistiques. Pascal est plasticienne. Elle a créé de grandes installations pour les Nuits Blanches. Elle travaille avec des matériaux hybrides et autour du vivant aussi, voilà. Et puis elle s'intéresse aussi aux techniques de photographie ancienne. Et c'est ça qui nous lie aussi, puisque moi je suis photographe et réalisateur. J'ai réalisé des films pour Arte. Voilà. Et donc, en fait, notre démarche artistique, on s'est retrouvé un peu sur cette idée de mémoire. Enfin, c'est ça qui nous intéresse tous les deux. C'est la mémoire des lieux, des personnes, la mémoire des objets. Et donc, on s'est retrouvés finalement tous les deux assez rapidement à essayer d'aller sur des fonds d'archives et proposer des projets à des musées pour explorer des fonds d'archives et enquêter. Et c'est ce qui va devenir un peu la source d'inspiration de notre travail, de nos œuvres. Voilà. Donc, on va vous présenter deux expériences qu'on a vécues avec des musées. Donc la première, c'était en 2017 avec le musée de l'air et de l'espace. On a fait une exposition qui s'appelle Latitude 48 93 33, chantier photographique sur le territoire d'un rêve. Et donc là, c'était vraiment la singularité des objets qu'on allait trouver dans le musée qui ont été la source de nos créations. Voilà. Et puis le deuxième projet dont on va vous parler, c'est Concordance, une exploration dans les archives de la planète au musée départemental Albert Kahn en 2018-2019. Et donc là, on a été invité par Valérie Perles. On a une bonne expérience de collaboration. Et là, l'idée, c'était de nous immerger dans les collections dans un premier temps et ensuite de créer un projet collaboratif avec les villes du département. Le musée était fermé et donc, du coup, on a pu faire un grand projet avec les publics du département. Voilà. Donc Pascal va vous parler de Latitude. Alors, Latitude 48 93 33, c'est la latitude du Bourget. Ce projet, il a débuté avec d'abord une invitation en résidence de la Capsule, qui est un lieu photographique au Bourget, doublé d'un inventaire du patrimoine pour le conseil départemental de Seine-Saint-Denis, avant l'extension du Grand Paris, et qui a mis en danger beaucoup, enfin qui a anéanti beaucoup de très très beaux bâtiments industriels qui étaient dans ce bassin aéroportuaire. Et en fait, le grand absent de cet inventaire, c'était l'aéroport, et le musée de l'air et de l'espace a vu l'exposition. On a fait à la fois un inventaire patrimonial, donc un volet scientifique, de photographie d'objets, de bâtiments, et puis une restitution plutôt artistique de cet inventaire. Et le musée de l'air et de l'espace a vu cette exposition et a profité de l'occasion pour nous inviter pour le mois de la photo du Grand Paris. Et donc là, nous avons investi ils nous ont laissé absolument carte blanche dans les collections, dans les archives, pour aller visiter tout ce qu'on voulait. Et on a imaginé une exposition sur 400 mètres carrés, une énorme passerelle au-dessus des collections, avec des 14 installations en vis-à-vis de 14 objets qu'on a sélectionnés dans les collections. C'était un peu le deal avec le conservateur, c'est qu'en fait, il était très effrayé. C'était évidemment la première fois qu'ils invitaient des artistes au musée de l'air et de l'espace, vous imaginez bien. Le capitaine de l'armée de l'air, conservateur, et donc il était très inquiet. Alors il y avait un deal de départ, c'était ok, vous allez faire de la création contemporaine, mais vous me sortez des objets. Vous avez carte blanche, je veux voir des objets en vis-à-vis des créations. C'est un peu son idée au départ, hein. Et donc il faut être honnête. Et donc nous on a trouvé ça formidable, on a dit ok. Mais la suite, c'est qu'on a eu quelques censures. Enfin, on n'en parlera peut-être pas, mais enfin voilà. Mais on a fait des découvertes surtout. On a fait des belles découvertes au musée de l'air et de l'espace. Et
Et en fait, on tombe là, on va tomber dans un hangar, on va tomber sur des caisses à claire-voie, comme vous le voyez ici. Et on demande évidemment aux conservateurs ce que c'est que toutes ces caisses, il y en avait beaucoup. Et en fait, elles contiennent le reste de l'avion de Saint-Exupéry, qui est tombé, qu'ils ont retrouvé en 2000 au large de Marseille, dans la Méditerranée. Et évidemment, personne ne sait que cet avion est là, et les reliques sont là. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y avait un litige entre la famille Syntex et le musée, et l'armée de l'air. Et l'armée de l'air a absolument voulu ressortir l'avion de l'eau. La famille n'était pas d'accord. Et donc en fait, ils avaient ces pièces-là, mais en fait, elles n'avaient jamais été montrées ni au public, ni photographiées. Voilà. Et nous, voyant ça, on se dit oui, en effet, c'est très intéressant. Donc en fait, on a sorti une des caisses, on a finalement pu sortir une des caisses et la montrer dans l'exposition. Donc là, voilà, il y a un vestige à l'intérieur. Les gens peuvent la voir à travers le claire-voie du bois. Et puis en face, on a créé un grand cyanotype de la pièce. Vous voyez, donc c'est cette espèce de grande armure en cyanotype bleu qui rappelle un peu le fond marin là où reposait de la Méditerranée. Et voilà, c'est une sorte de linceul. Alors, ah oui, autre surprise dans les archives, on rentre dans une pièce et on nous dit « Ah, ça c'est les archives de Louis Blériot, mais vous n'avez pas le droit de les regarder, enfin personne n'a le droit de les étudier ni de les regarder. Il y a un différend avec la famille, donc... Pareil. Voilà, on attend que ce soit réglé avant de pouvoir faire quelque chose. » Évidemment, on se précipite sur ce sujet-là. On invite un journaliste à venir décrire l'album personnel de la traversée de la Manche de Louis Blériot. Donc, enfin, le conservateur nous donne l'accord de sortir le livre personnel de Louis Blériot de la traversée de la Manche. Alors, est-ce qu'on pourra le regarder ? Est-ce qu'on pourra le voir ? Il nous dit oui. Donc, voilà. Donc le journaliste était très excité et il décrit en 34 minutes, le temps de la traversée de la Manche, l'ensemble des photographies de cet album. Alors donc pour l'exposition, on a sorti un facsimilé des archives qui est présenté au sol. Dessus, la sonorisation de cet album de la traversée de la Manche. Et en regard sur le mur, alors une pièce qui est inspirée des photographies qu'on a pu observer dans les réserves, les photographies de repérage aérien, les toutes premières, qui sont présentées comme ça. C'est une organisation en écaille qui est assez étonnante. Et telles qu'elles étaient conservées, elles avaient tendance à se soulever, etc. Bref. Donc on a fait une installation à partir d'images prélevées sur Google Earth entre la jungle de Calais et Douvres. Au final, cette installation, elle traduit bien la perception de l'espace qui a changé depuis le début de l'aviation et aujourd'hui notre façon de naviguer sur Internet et de voyager pour voir. Voilà, donc ça c'est aussi une chose qui est... On arrive au moment où le musée est en rénovation. Et donc, ils vont refaire toute la scénographie de l'aérogare, qui date de 1936, l'architecte Labro. Et puis, les conservateurs ont plié tous les avions sous Tyvek. C'est très beau, ça nous inspire vraiment de faire quelque chose. Et donc, on propose de tourner une vidéo et on invite un ami qui est Mehdi Sibyl, qui est un artiste... qui vit à Marseille, je crois, à Nîmes, et qui a un avatar qui s'appelle Zir. Voilà. Et donc on fait une déambulation dans tout l'espace du bâtiment. Et donc on crée une sorte d'archive du lieu avant rénovation. Et Martin Wheeler, un ami compositeur, qui vit à la musique. Voilà. Donc ça, c'est par exemple une vidéo que le général, qui est le directeur du musée à l'époque, apprécie beaucoup. Alors nous passons maintenant à l'autre exposition qui s'appelle Concordance, une exploration dans les archives de la planète. Alors le contexte était la construction du nouveau musée Albert Kahn. Et donc le musée était fermé et les collections n'étaient accessibles exclusivement sur Internet. Donc, à l'invitation de Valérie Perlès, nous avons... Alors, d'abord, on s'est immergé dans les collections.
Et on a imaginé de créer une œuvre personnelle à partir des archives de la planète. Albert Kahn, vous connaissez les archives de la planète? Tout le monde connaît. Ouais. Oui. Albert Kahn terminait chacune de ses présentations, présentait les archives de la planète sous forme de projection, et donc on s'est inspiré de son dispositif de projection tout au fil de notre résidence. L'idée, et donc on a créé, en s'immergeant dans les collections, on a créé une première vidéo, qui est une vidéo personnelle, exclusivement à partir d'images des collections, sur une musique de Martin Wheeler, donc, qui permet d'aborder les archives de la planète, mais qui nous permet aussi, dans le contexte du hors les murs, puisque le musée est terminé, de rencontrer les publics sur le territoire et de travailler sur les grandes thématiques que nous avons relevées dans les archives de la planète. Dans le contexte de ce hors des murs, en fait, on s'est appuyé sur la programmation culturelle de 4 villes des Hauts-de-Seine. Donc, par exemple, il y avait au Théâtre 71 à Malakoff un seul en scène sur Le monde d'hier de Stefan Zweig. Et il se trouve que Stefan Zweig était le contemporain d'Albert Kahn et qu'il a aussi il aurait pris le même bateau transatlantique, donc on peut imaginer qu'ils se soient rencontrés. Ce qu'il faut dire, c'est que quand on découvre, nous, les archives, les films et les autochromes, on est très surpris en fait de trouver que finalement tous les sujets qui étaient traités il y a un siècle, on les retrouve aujourd'hui, quoi. Les archives, elles documentent la pauvreté, les soupes populaires, les riches, il y a la vie trop chère, il y a les manifestations. Et donc, en fait, tous ces sujets-là, c'est des sujets, la guerre, etc. Tous ces sujets qui sont toujours ici. Et voilà. Et donc, en fait, c'est une sorte de compilation de tous les sujets qui nous paraissent aujourd'hui avoir d'avoir une concordance entre hier et aujourd'hui. Voilà. C'est pour ça que le projet s'appelle Concordance. Continue. Ah non, c'est à moi. Ah oui, alors là, donc, on est sur... une des choses qu'on découvre, justement, c'est dans les archives, c'est en fait des photographies d'Alep. Et en fait, ces autochromes d'Alep. Et en fait, certains ont eu des altérations chimiques naturelles, parce que c'est l'eau qui a transformé l'autochrome. Donc on voit les couleurs, les couleurs des pigments qui sont... Voilà. Et en fait, on trouve que ça fait une drôle d'impression avec ce qu'on a vécu en Syrie. Voilà. Donc on va s'en servir pour animer un atelier avec des jeunes. Et du coup, on présente, ce qu'on fait en premier, c'est qu'on présente, parce que la vidéo Concordance, on la présente à chaque atelier, on va la présenter au groupe, aux participants, pour qu'ils comprennent un petit peu où on veut aller, et puis qu'ils connaissent les archives de la planète, quoi. Voilà. Je voulais préciser qu'avec les jeunes sur lesquels on a travaillé sur la Syrie, on a d'abord visité cette exposition qui a eu lieu à la Maison des Arts de Malakoff, où est la maison de mon ami, sur les artistes syriens en exil. Voilà, tu veux continuer ? Oui, très bien, oui, c'est ça. Donc toujours aussi une concordance entre une exposition ou un événement culturel sur le territoire et cette concordance avec ce qu'on a fait comme film. Donc en fait, ensuite, avec les jeunes, on va créer un dispositif de projection verticale sur une scène comme ça, sur un théâtre de la ville, et on va projeter les photographies le Google Earth d'Alep, la ville d'Alep, voilà. Et puis on va poser un grand papier blanc au sol, et les jeunes vont... En fait, on leur avait dit, ça serait bien que vous froissiez le papier, quoi. Donc, en fait, on les a filmés, et donc, non seulement ils froissent, mais ils déchirent le papier, ça devient une espèce de balai de papier qui vole avec les images, c'est assez troublant, voilà. Voilà. Et au final, les jeunes font une espèce de performance invraisemblable. Donc, tous les ateliers qu'on a réalisés sur le territoire, en fait, donnent lieu à une vidéo. Et donc, on a enregistré pendant 3 minutes 30 leur performance absolument invraisemblable. Alors,
pour le printemps de la poésie, on s'est déplacé à la médiathèque de Bagneux et on s'est appuyé sur le poème de Anna de Noailles, Le monde d'hier. Alors les participants, les usagers de la médiathèque étaient invités d'abord à découvrir donc, la projection de Concordance, toujours, dans lequel Anna de Noailles apparaît aux côtés de Tagore, etc. Et après, on leur confiait le poème d'Anna de Noailles et ils sélectionnaient dans le poème un mot-clé et le soumettaient au moteur de recherche du musée. Donc toutes les collections, je vous le disais, sont en ligne. Voilà. Et donc quand on confie un mot, sortent différents autochromes. Parfois, il y a des concordances un peu cocasses, mais c'est pas grave. Nous, justement, ça nous intéresse beaucoup quand il y a ce genre d'accident. Ouais, d'accident. Et donc les participants donc, choisissent un autochrome, enfin choisissent un mot, prennent un autochrome et sur une table lumineuse manipulent ce mot avec l'autochrome. Et donc nous on filme ce ballet des mains là, de voilà. la main pour faire une vidéo que voilà. C'est offrande à la nature, offrande à la nature. Ouais. Et puis donc toutes ces vidéos, en fait, les participants peuvent les voir, découvrir ensuite sur une application qui s'appelle Polar Steps. C'est une application qui est dédiée au voyage. Et donc ils peuvent suivre notre pérégrination sur le département et puis le voyage dans les archives de la planète. Voilà. Et donc là, en fait, dans les collections, il y a plus d'1 millier de couchers de soleil. Parce qu'en fait, les opérateurs, Albert Kahn aimait beaucoup les couchers de soleil et il finissait ses séances de projection à ses hôtes par des couchers de soleil magnifiques du monde entier. Et donc, les opérateurs, c'était un peu le concours de coucher de soleil, quoi. Ils ramenaient les plus beaux, les autochromes, bien sûr. Et donc, les autochromes le rendent tellement bien. Ouais. Et donc, il y en a plusieurs milliers, enfin, il y en a au moins 1 millier dans la collection. Et donc, du coup, ça nous a inspirés. Et donc, on était avec des groupes de français langues étrangères. Donc, en fait, on leur a proposé d'aller voir l'exposition aussi des artistes syriens. Et puis ensuite, on a découpé en fait en fines lamelles les couchers de soleil, les plus beaux couchers de soleil de la collection. Et puis on les a mis dans des enveloppes. Et ensuite, les personnes tiraient les couchers de soleil qu'ils voulaient. Et ensuite, ils les recomposaient pour créer un coucher de soleil universel. Donc voilà, sur des tables lumineuses. Donc en fait, chacun participait et on faisait des espèces de grandes fresques lumineuses de ces couchers de soleil. Et quand il y a une jeune palestinienne qui choisit dans les enveloppes qu'on proposait un coucher de soleil à Haïfa il y a 1 siècle, c'était assez troublant quand même. Voilà. Et alors, pour la restitution de ces ateliers, on ne vous les montre pas tous, etc. Hein, mais la restitution a eu lieu avec l'inauguration du nouveau musée. Nous étions invités à exposer dans la salle des plaques, qui est la salle historique dans laquelle étaient conservés les autochromes. Alors, les visiteurs étaient accueillis avec la projection de Concordance. Et puis, dans les vitrines, on avait disposé des facsimilés de divers autochromes qui ont servi dans les ateliers et un petit QR code qui permet d'accéder à ces vidéos en ligne. Et puis, il nous tenait à cœur de terminer cette résidence comme on l'avait commencé, c'est-à-dire avec une création personnelle sur les archives de la planète. Et on s'est inspiré de cet atelier avec les Français et les étrangères pour faire cette pièce qui s'appelle Coucher de soleil universel. Alors, ce sont donc des lamelles de coucher de soleil qui sont disposées sur 5 plaques. De verre. 5 plaques de verre qui sont glissées sur un support à la manière des autochromes dans leur dans leur boîte de conservation, juste là dans les vitrines derrière. Et voilà. Et cette pièce, on l'aime beaucoup. C'est vraiment un hymne au pacifisme de Albert Kahn. Et quoi d'autre ? Et voilà. Vas-y. Il y a une autre. Alors, avant de terminer, j'espère qu'on est encore un peu dans les temps, mais. C'est fini. Ça dure 2 secondes. Non, parce que c'est hors résidence, mais c'est dans le contexte du Covid et du confinement. On est le 1er mai 2020, tout le monde est confiné dans sa maison. Et là, on appelle les équipes du musée, on sait qu'il y a dans les collections
un film qui a été tourné le 1er mai 1920, donc il y a 100 ans exactement, avec plein de gens dans les rues, etc. Et on voudrait faire quelque chose avec. Donc on crée une action, on monte sur le toit de notre atelier et on va projeter ces images sur les façades des immeubles avoisinants. Et le 1er mai, la vidéo de cette projection est visible sur les réseaux sociaux. Voilà, c'était pour terminer. Merci.